Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 14h de Radio J, Steve Nadjar au micro, merci de votre fidélité, je suis ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 14h30. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, le point dans quelques minutes sur la situation politique et sanitaire en Israël avec notre correspondante permanente sur place, Pascal Sunshine. On vous parlera notamment de cette polémique autour de la première dame israélienne Sarah Netanyahu en plein confinement en Israël. Le grand entretien de cette édition aux alentours de 14h15 avec la présidente de l'UEJF, Noémie Madar. On reviendra notamment avec elle sur la nouvelle condamnation d'Alain Soral pour antisémitisme. Et puis, comme tous les mercredis, la chronique ping-pong, cette fois sur les États-Unis et Donald Trump avec le communicant Franck Tapiro. Voilà, vous savez tout du sommaire. Tout de suite, le premier bulletin d'information de l'après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. On part en Israël, une centaine de manifestations ont été organisées hier soir dans le pays malgré les restrictions du confinement. À Tel Aviv, sur la place Bima, des centaines de personnes se sont rassemblées. Des affrontements ont éclaté en début de cortège avec la police alors que des manifestants tentaient de passer à travers un cordon de sécurité. La police a rapporté que les manifestants n'ont pas observé la distanciation physique mettant en danger la santé publique et violant les règles d'urgence. Des manifestations violentes ont éclaté dans des quartiers orthodoxes du pays. À Mea Shearim, la police a été attaquée par des protestataires en colère qui ont bloqué des routes avec des poubelles en feu, lancé des pierres et des objets métalliques sur les forces de l'ordre. 24 personnes ont été arrêtées au total dans le pays. On entend quelques extraits de ces manifestations hier soir dans le pays. Gabriel, sur le plan sanitaire, le taux d'infection en Israël continue de baisser. Il s'élève à 10,5% selon le dernier bilan du ministère de la Santé israélien. 4674 cas de plus de coronavirus ont été recensés les dernières 24 heures, soit 61 606 cas actifs dans le pays. Parmi eux, 855 patients sont dans un état grave et 223 sous respirateur. 1803 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et la réunion du cabinet coronavirus prévue lundi est reportée à mardi. La raison officielle avancée est un manque de données, ce qui inquiète les ministres membres de ce cabinet coronavirus. Un haut responsable de la santé a déclaré que ce report était inutile et il inquiète certains ministres qui affirment qu'il exacerbe l'impact du confinement sur l'économie. Diplomatie maintenant, Emmanuel Macron aurait proposé de négocier un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. C'est en tout cas ce qu'affirme le journal koweïtien Al Jarida. La France aurait suggéré de tenir des discussions parallèles aux pourparlers négociés par les États-Unis entre le Liban et Israël au-dessus de leurs frontières maritimes. D'après une source proche, Paris penserait que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a vu l'idée favorablement selon le journal. Emmanuel Macron espérait que cela conduira à une réduction des armes du Hezbollah pour que l'organisation terroriste puisse fonctionner davantage comme un parti politique. La source aurait déclaré que les États-Unis ont manifesté de l'intérêt pour l'initiative du chef de l'État français. Et puis Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine se sont entretenus tout à l'heure sur l'Iran, mais aussi sur la Syrie, Gabriel. Le Premier ministre israélien et le président russe ont discuté des questions de sécurité régionale au téléphone tout à l'heure. Ils ont également parlé de la coopération dans la lutte contre le coronavirus. Les deux hommes sont souvent en contact depuis quelques mois pour empêcher la République islamique d'établir des bases près de la frontière nord israélienne. De leur côté, les médias iraniens affirment que le pays est l'un des leaders mondiaux en matière de radar militaire. Une information évidemment à prendre avec des pincettes. Le brigadier général du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les nouveaux systèmes radars installés dans la province de Yazd illustraient la compétence du pays dans ce domaine. Un message directement envoyé aux États-Unis et Israël. L'actualité en France maintenant et l'actualité du coronavirus précisément. 65 décès de l'épidémie ont été recensés hier. L'Hexagone compte 32 365 victimes de la maladie au total. 10 489 nouveaux cas ont été rapportés. Le taux de positivité des tests s'élève à présent à 9% contre 8,6 lundi et 8,2 dimanche. À l'hôpital, les autorités sanitaires ont enregistré 829 nouvelles hospitalisations pour cause de coronavirus et 7 377 patients sont
sont actuellement hospitalisés au total. 14h05 sur Radio J. Politique maintenant, avec un secret de Polichinelle qui se dévoile maintenant clairement. François Baroin ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022. C'est une information de l'opinion. Le maire Les Républicains de Troyes l'a confirmé aux élus qu'il rencontre depuis une semaine. Je n'en ai pas envie, je suis très heureux dans ce que je suis, dans ce que je fais aujourd'hui, a-t-il déclaré. François Baroin dit aussi vouloir laisser la place à une nouvelle génération. Alors que de violentes intempéries ont notamment frappé les Alpes-Maritimes vendredi dernier, Emmanuel Macron se rend sur place cet après-midi, Gabriel. Dans un message sur sa page Facebook, le président français a promis que la nation sera présente dans la durée pour aider les sinistrés des intempéries exceptionnelles. Le chef de l'État accordera aussi une interview aux journaux télévisés de France 2 et TF1 ce soir à 20h en direct de Saint-Martin-Vésubie. 27e jour du procès des attentats de janvier 2015. On retrouve tout de suite Michel Zerbib en direct depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Les interrogatoires des accusés continuent aujourd'hui. Comment s'est passée l'audience de ce matin, Michel ? Alors, c'est une audience très intéressante, très importante, parce que là, on rentre un peu plus encore dans le cœur du sujet avec Amar Ramdani, qui est dans le box des accusés. C'est lui qui répond aux questions depuis ce matin de la Cour et des avocats, notamment des parties civiles. C'est l'homme qui a parlé et qui a été en contact avec Amédi Koulibaly la veille des attentats de Charlie Hebdo, et évidemment l'avant-veille des attentats de Montrouge et de l'Hypercacher. C'est un homme intelligent qui se présente à la barre, froid aussi, et qui explique qu'il n'a pas pu imaginer que son ami, qui s'appelle Dolly, Amédi Koulibaly, ait pu être ce terroriste et cet antisémite que décrivent évidemment ces actes et ses gestes. Michel, quelle était la relation personnelle d'Amar Ramdani avec Koulibaly ? Alors justement, c'est une relation très forte. Ils se sont connus également en prison. Ils ont lié des liens très importants, notamment dans ce qu'on appelait la buanderie, qui travaillait au sein de la prison. Et c'est un petit groupe de gens, pour la plupart des musulmans d'ailleurs, intégristes ou pas, qui sont restés en contact et qui ont commencé évidemment à faire des affaires entre eux. Mais aujourd'hui, et dans quelques instants reprend d'ailleurs l'audience, on va évoquer un des épisodes un peu croustillant, un peu particulier de cette affaire, c'est le fait que Ramdani soit sorti avec une gendarme, une officier de la gendarmerie, et elle va venir témoigner tout à l'heure à la barre pour expliquer que c'était elle qui lui avait demandé de ne pas se rendre aux autorités le jour où on apprenait les attentats. Un témoignage que vous suivrez pour nous, Michel Zerbib depuis le tribunal de Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Justice toujours, un élu d'opposition de la Courneuve a comparé hier, Gabriel, pour apologie du terrorisme. Mohamed Bektaoui avait déclaré vouloir devenir le nouveau Mohamed Merah lors d'un déplacement du président Emmanuel Macron pendant la première vague du coronavirus. Alors qu'il souhaitait discuter avec le chef de l'État, il est arrêté par la police puis placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté le port du masque obligatoire et pour avoir oublié son attestation de sortie. Je vais devenir le nouveau Mohamed Merah, j'ai eu de la chance de le côtoyer. Il m'a ouvert les yeux. Je vais faire un carnage, a martelé cet élu à des policiers au commissariat, criant à plusieurs reprises Allahu Akbar. L'individu a été relaxé hier pour les faits d'apologie du terrorisme et a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général pour les outrages. Et puis en Grèce, après 50 procès, la Cour pénale d'Athènes a statué ce matin sur le parti néo-nazi Obdoré. Le fondateur et chef du parti a été reconnu coupable de direction d'une organisation criminelle sous les applaudissements de la foule. Le tribunal grec a aussi reconnu Yorgos Roupakias, membre d'Obdoré, coupable du meurtre d'un rappeur antifasciste en 2013. Le militant de gauche Pavlos Fissas avait été assassiné à l'arme blanche à l'âge de 34 ans devant un café. Son meurtrier, qui a reconnu l'avoir tué, risque la prison à perpétuité. Et puis la nouvelle cocorico du jour, le prix Nobel de chimie a été décerné tout à l'heure à une Française et une Américaine. Le duo est à l'origine d'une découverte biomédicale majeure, les ciseaux CRISPR, qui permettent aux scientifiques de couper l'ADN exactement là où ils veulent pour par exemple créer ou corriger une mutation génétique et soigner des maladies rares. Et puis du sport, en tennis à Roland-Garros, le tennisman argentin et juif par ailleurs s'est qualifié hier pour les demi-finales. Il s'appelle Diego Schwartzmann. Au terme d'un match épique de 5h11 contre l'Autrichien Dominic Thiem, le 14e mondial accède pour la première fois à ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera Rafael Nadal vendredi
vendredi. 2 quarts de finale restent à jouer aujourd'hui. Dans le tableau masculin, Novak Djokovic contre Pablo Carreño Busta et Andrei Rublev contre Stefanos Tsitsipas. Et puis du football ce soir, la France reçoit l'Ukraine en match amical. Ce sera un remake du match de qualification à la Coupe du Monde 2014 il y a 7 ans. Vous vous en souvenez peut-être. Pour cette rencontre, Olivier Giroud sera titulaire et fêtera sa 100e sélection. L'attaquant rentre ainsi dans un cercle très fermé des tricolores centenaires. À 34 ans, il rejoindra Lilian Thuram, Thierry Henry, Hugo Lloris, Marcel Desailly, Zinedine Zidane, Patrick Vieira et Didier Deschamps. Centenaire à 34 ans. Merci Gabriel Attal. 14h10, on s'envole tout de suite pour Israël pour retrouver comme tous les jours notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Alors Pascal, les médias israéliens ont fait leur grand titre depuis ce matin. Sarah Netanyahou, la première dame de l'État hébreu, est accusée d'avoir violé les restrictions sanitaires en cours. En cause, un rendez-vous avec son coiffeur. Oui, effectivement, on s'amuse comme on peut. C'est peut-être l'aspect le plus people de cette épidémie qui n'en finit pas. L'épouse du Premier ministre aurait apparemment demandé à son coiffeur de venir lui faire une visite à domicile pour la préparer en vue du tournage d'une vidéo, probablement, je crois, effectivement liée à des consignes sur le Covid-19, donc quelque chose de tout à fait sérieux. Et Madame Netanyahou a expliqué qu'elle pensait sincèrement que, comme les journalistes de télévision qui peuvent avoir recours aux soins d'un coiffeur avant de passer à l'antenne, qu'elle avait effectivement la même possibilité. Simplement, effectivement, les choses ne se sont pas tout à fait passées de la manière qu'elle escomptait. Mais c'est assez révélateur, disons, de l'ambiance assez délétère de ces derniers jours autour des annonces de violation des consignes de confinement par un certain nombre de personnalités. Ça a commencé par la ministre de l'Environnement, Ghila Gamliel, et puis un député de l'opposition, Miki Lévy, et puis même le chef du Shin Bet, qui aurait reçu des membres de sa famille pendant la fête de Sukkot. Donc il y a effectivement une espèce de 2 poids 2 mesures qui gêne un peu, et plus qu'un peu, dans l'opinion israélienne. Plus sérieusement, Pascal, de nouvelles manifestations ont encore eu lieu hier soir aux 4 coins du pays, et ce en dépit des limitations de déplacement décidé un peu plus tôt par les autorités. Est-ce que ce mouvement social au départ très limité peut, à moyen terme, se transformer en vague comme en 2011 ? Mais je crois de toute façon que tout est lié. Ces manifestations, elles sont de 2 ordres. On en a déjà parlé avec vous, Steve, mais c'est vrai qu'il est bon de le rappeler. Il y a ce qui se passe dans les communautés ultra-orthodoxes qui protestent contre les limitations qui leur sont faites de pouvoir pratiquer leur tradition de manière collective, notamment pendant la fête de Sukkot, et d'autre part les manifestations d'ordre politique contre Benjamin Netanyahou, telles qu'on en voit à Tel Aviv, à Jérusalem, et maintenant effectivement un peu partout dans le pays, justement à cause des limitations de rassemblement et de distance à parcourir, qui font qu'au lieu d'avoir de grands rassemblements, on a une multitude de petits. Il y a effectivement quelque chose qui se passe dans l'opinion israélienne. Comparer ça à la contestation de l'été 2011, je crois que c'est différent dans la mesure où là, évidemment, les enjeux sont différents. La situation globale est différente. Le contexte de l'épidémie donne évidemment une autre couleur à ces manifestations de contestation. Elles sont en tout cas le signe de quelque chose de profond dans la société israélienne. Peut-être aussi, Pascal, d'une fragilisation de Benjamin Netanyahou, qui est en tout cas observable dans les enquêtes d'opinion. Le Likoud continue sa chute et se voit sérieusement talonné désormais par Naftali Bennett de Yamina. Oui, là c'est une tendance qui se confirme, mais en tout cas, alors qu'effectivement au mois de mai et même lors des dernières élections, Naftali Bennett était au plus bas dans la cote de confiance que lui adressaient les Israéliens, on voit effectivement une remontée spectaculaire du patron de Yamina qui apparaît aujourd'hui potentiellement comme une alternative à Benjamin Netanyahou, et c'est la première fois. Et plus seulement, Pascal, un élément de la coalition de Benjamin Netanyahou.
Absolument. Et ça, c'est l'élément nouveau qui, évidemment, donne à réfléchir au Premier ministre israélien, qui n'est peut-être plus aussi pressé de retourner aux élections pour se débarrasser de son partenaire de la coalition, qu'est le parti centriste bleu-blanc Benny Gantz, parce que là, pour la première fois, effectivement, il y a un risque pour lui de perdre le pouvoir face à un autre leader de la droite, Naftali Bennett, même si, évidemment, on ne parle encore que de sondage et d'une photo de l'opinion. Merci beaucoup Pascal Zunschan et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau direct de Jérusalem. Bel après-midi Pascal. Bon après-midi. 14h15, on va marquer une courte pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal en compagnie de la présidente de l'UEJF Noémie Madar et du communicant Franck Tapiro. Au menu, Alain Soral, Éric Zemmour et Donald Trump, rien que ça. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. 14h17, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de Radio J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. On devrait être en ligne dans quelques secondes avec la présidente de l'Union des étudiants juifs de France, Noémie Madar. Noémie Madar est avec nous, c'est super. Bonjour Noémie Madar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente, je le disais, de l'UEJF et on parle ensemble notamment cet après-midi d'Alain Soral, le polémiste d'extrême droite et antisémite a été condamné hier une nouvelle fois à 5 400 € d'amende pour avoir imputé aux Juifs l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. Noémie Madar, votre première réaction à cette énième condamnation ? C'est une énième condamnation. C'est un peu ça notre réaction. C'est toujours rassurant de savoir que en cas de propos ouvertement racistes ou antisémites, la justice française condamne et sanctionne. Cependant, comme je vous le disais, c'est une énième condamnation et nous attendons de savoir à quel moment les peines et les sanctions qui sont déclarées contre Alain Soral seront enfin appliquées et à quel moment la justice demandera enfin que ces peines qui sont prononcées soient enfin appliquées. Parce qu'on a parfois l'impression, face à ces énièmes condamnations, vous le disiez Noémie Madar, qu'Alain Soral finalement multiplie les dérapages aussi pour se faire une forme de pub auprès de ses sympathisants et les nourrir en polémique, nourrir en polémique ses réseaux, pardon. Est-ce qu'on se trompe quand on pense ça ? Je pense qu'il n'a pas besoin forcément de ces condamnations, que son business et le site Égalité et Réconciliation fonctionnent sans les condamnations et sans les différentes plaintes. Je ne parle pas des condamnations, je parlais de ces polémiques, ces accusations, ces propos antisémites. Les propos antisémites, c'est son discours. Il le fait parce que c'est son discours, parce que c'est sa pensée et parce que c'est pour ça, en effet, que ses auditeurs le suivent, c'est sûr. Et il le fait pas pour ça, mais il le fait parce que c'est lui et parce que son discours est de la sorte. Alors Soral a été condamné précisément hier pour un commentaire en date du 11 septembre 2019, l'an dernier, sur le réseau social russe V-Contact, qui affirmait notamment, je cite, tout est juif dans le 11 septembre et renvoyé vers un article sur le site d'Alain Soral Égalité et Réconciliation. Quel usage fait-il de ce réseau social russe peu connu à vrai dire du grand public ? A priori, VK, Alain Soral a été supprimé de VK il y a quelques semaines, en même temps qu'il a été supprimé de YouTube et un peu avant Facebook, ce qui était une assez grande nouvelle puisque VK est un média russe sur lequel il se permettait de dire des discours encore plus, disons, horribles que sur Twitter ou sur Facebook. Il l'utilisait beaucoup Il l'utilisait beaucoup. Son avocat Damien Viguier l'utilisait beaucoup. Et aujourd'hui, le seul média sur lequel il est encore en libre service, et Dieu donné également, c'est Twitter. Noémie Madar, fin septembre, Alain Soral avait été déjà condamné par la Cour d'appel de Paris à payer 134 400 € à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme pour avoir remis en vente un ouvrage d'un écrivain antisémite du début du XXe siècle, Léon Bloy. Comment vous travaillez avec les autres associations antiracistes pour le faire condamner et poursuivre ses propos antisémites, racistes, conspirationnistes ?
Alors cette fois, la LICRA était seule sur ce dossier-là, mais sur la plupart des dossiers sur lesquels on s'en prend à Alain Soral, à Dieudonné et à d'autres, nous formons une sorte nous travaillons entre plusieurs associations depuis de nombreuses années maintenant, notamment avec SOS Racisme et avec la LICRA et avec JACUS, qui est l'association du chercheur Marc Nobel. Nous travaillons, nous avons des avocats qui sont les avocats des associations. L'avocat de l'UEJF, c'est maître Stéphane Hilty, qui est engagé sur les sujets de haine sur Internet depuis le début des années 2000. Et donc, ce sont des avocats aguerris qui sont eux-mêmes personnellement attaqués à de nombreuses reprises par Alain Soral et par ses collaborateurs de la haine. Encore un mot avec vous, Noémie Madar. L'UEJF a décidé une nouvelle fois de porter plainte contre Éric Zemmour après les propos du journaliste et essayiste et polémiste désormais sur la chaîne CNews. Expliquez-nous quelle a été votre démarche dans cette affaire qui a une nouvelle fois fait beaucoup de bruit. Les propos ont fait beaucoup de bruit. On va se joindre à une plainte déjà existante, mais la plainte en tout cas qui est en cours et sur lesquelles nous sommes quasiment les seuls et qui avait fait moyennement réagir à l'époque, mais sur lequel nous avons une audience le 9 décembre prochain. C'est une plainte concernant les propos négationnistes, si on peut le dire comme ça, de Éric Zemmour face à BHL, mais qu'il avait déjà tenu sur le plateau de Laurent Ruquier, dans lequel il disait que les Juifs français avaient été sauvés par Vichy et par le maréchal Pétain. Et sur ces propos-là, en tant qu'union... À l'occasion de la sortie d'un précédent livre. Exactement. Sur ces propos-là, en tant que UEJF, porteur de mémoire et engagé contre le négationnisme, nous avons décidé de porter plainte contre lui et l'audience aura lieu dans quelques semaines. Merci Noémie Madar d'avoir été mon invitée cet après-midi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. À bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Au revoir. 14h23 sur Radio J. Ping Pong, c'est tous les mercredis la chronique consacrée à la com politique et à bien d'autres choses. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour, comment ça va ? Toujours un plaisir de vous retrouver, ça va très bien et vous ? Très bien, ça va bien. Franck, l'information a saturé tous les espaces médiatiques depuis vendredi. La contamination au coronavirus de Donald Trump puis son hospitalisation ont été suivies minute par minute en modo-vision. Et au-delà de l'aspect purement sanitaire de l'affaire, cette séquence, toujours ouverte d'ailleurs, est un véritable exercice de communication pour le président américain. Oui, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la communication politique qu'une maladie, que l'aspect sanitaire, fait partie d'une campagne. À l'époque, c'était plutôt l'inverse. Rappelez-vous, à l'époque de Mitterrand, où dès, malheureusement, 1980, il était atteint d'un cancer, et Gubler avait ordre, évidemment, de ne rien dire, puisque c'était un grand secret, il ne fallait surtout pas inquiéter. On cachait et on expose aujourd'hui. On expose pire que ça, on met en scène aujourd'hui. C'est-à-dire que, à la limite, qu'il ait eu le Covid ou pas, c'est pas très grave. J'ai encore pas d'un point de vue sanitaire, mais c'est pas très grave parce que la mise en scène prime sur la réalité de la santé de Trump. Pourquoi ? Pendant des mois et des mois, il a dit qu'il fallait pas avoir peur du Covid, que c'était n'importe quoi, qu'on en faisait des tonnes, pas porter de masque. Et là, tout d'un coup, il s'est dit, il baisse dans les sondages. Finalement, il faut qu'il parle de ce qu'il connaît. Et en fait, pour parler du Covid, déjà, il faut l'avoir. Moi, je l'ai eu en marche, je peux vous en parler. Je suis pas Trump, je ne représente pas les élections présidentielles des États-Unis. Mais c'est vrai que lui s'est dit, super, donc j'ai le Covid. Je deviens un expert finalement. Je deviens un expert puisque je l'ai. Donc je fais partie, il y a ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Et puis moi évidemment, comme je suis le plus fort, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir en 48 heures, avec une mise en scène avec la limousine, etc. Alors Franck Tapiro, justement, plusieurs clips ont été diffusés à l'hôpital, puis à la Maison Blanche. Oui. Des clips parfois ultra produits, façon 24 heures chrono, avec des hélicoptères et une musique d'ambiance que vous pouvez imaginer. Quel message Donald Trump cherche-t-il à faire passer et contre quelle idée mène-t-il son combat ? En fait, il essaie de déstabiliser toutes les personnes qui parlent du Covid. Il essaie de décrédibiliser finalement la gravité du Covid et de dire aux États-Unis et aux Américains surtout, n'ayez pas peur, ayez du courage. Pourquoi ? Parce que ça, c'est dans l'ADN des États-Unis. Le courage, le cow-boy, c'est très important. Donc il faut absolument montrer que le Covid ne veut pas être plus fort que les Américains. Il y a eu des centaines de milliers de morts, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on est plus fort que le Covid. Et donc lui, il l'a.
et 48 heures chrono après, c'est entre 48 heures et urgence. Vous vous rappelez, urgence, avec Clooney. C'était vraiment ça le truc. Donc, en fait, il s'en sort. Donc, c'est un mélange de Jack Bauer, de James Bond. Et de Dr. Carter. Et puis, il y a X-Men aussi. C'est le super-héros Trump qui s'en sort 48 heures après. Donc, je n'ai pas peur à la différence d'ailleurs de Joe Biden, son adversaire démocrate. Alors, et c'est là où justement ça devient une instrumentalisation, comme on instrumentalise comme une Winchester finalement ce Covid. Pourquoi ? Parce que là on voit déjà que Biden dit attention, le 14 ou le 15 au prochain débat, si Trump est encore contagieux, je ne veux pas être sur le plateau avec lui. Et là on sent venir le truc énorme en disant moi je me suis guéri en 48 heures, je serai plus contagieux, s'il ne vient pas, c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'il a peur. Et donc on en vient sur quelque chose de très primaire. Mais on en vient sur un truc très primaire, très black and white, très Dark Vador et Skywalker comme je vous l'ai dit, c'est la peur et le courage. Et ben lui il est dans le camp du courage, il a dit les autres sont des losers, moi je suis un winner, donc je suis un courageux, les autres sont des losers peureux. Et pour un président des États-Unis, être peureux, ça peut faire perdre une élection. Franck Tapiro, la campagne continue ce soir avec le débat entre les candidats à la vice-présidence. D'un côté, le républicain Mike Pence, déjà en poste depuis presque 4 ans, face à la démocrate Kamala Harris. Et j'aimerais vous faire écouter, Franck, une archive. Nous sommes en 1984. George Bush, senior vice-président depuis 4 ans sous l'administration Reagan, affronte la démocrate Geraldine Ferraro. C'est la première femme candidate à la vice-présidence. On écoute. Let me help you with the difference, Ms. Ferraro, between Iran and the embassy in Lebanon. Let me just say, first of all, that I almost resent Vice President Bush, your patronizing attitude that you have to teach me about foreign policy. Laissez-moi vous expliquer la différence entre l'Iran et l'ambassade du Liban, lance Bush à son adversaire qui réplique dans la foulée contre ce procès en illégitimité, en incompétence. Est-ce que Mike Pence ce soir a intérêt à jouer la carte de l'expérience face à son adversaire démocrate Kamala Harris ? La carte de l'expérience, puis on voyait bien déjà quand même à cette époque une forme de misogynie. C'était, n'oublions pas, un adversaire, c'était d'abord une femme. Et donc une femme c'est la était première femme. Et puis c'est une femme qui donc, bien entendu, comme c'est une femme, elle était prétendue en savoir un peu moins que les autres. Donc c'était une forme de condescendance absolument ignoble. Aujourd'hui, je pense que Mike Pence, enfin j'espère quand même qu'il est bien coaché pour ne pas sombrer dans cette fange, mais qu'il soit uniquement sur l'expérience, sur l'expertise, sur la connaissance, et aussi sur le fait d'assumer une vice-présidence comme on assume une présidence. D'ailleurs, la maîtrise des dossiers, ça reste important, même sous l'administration Trump. Mais c'est encore plus important aujourd'hui, puisque on reproche à Trump de n'y connaître rien, de rien lire. Vous avez vu son ancien Bolton, ce qu'il dit sur lui, il ne lit rien, il s'en fout de tout, il y va qu'à l'émotion, qu'à la relation. Mais pour l'instant, ça marche plutôt pas mal pour lui. Et donc, quelque part, il faut que le vice-président incarne peut-être le contrepoint expert, le contrepoint qui maîtrise les dossiers. Donc en fait finalement ça va être une bataille d'experts. Donc je pense que ça va pas être un homme contre une femme, ça va être un expert contre un autre expert et contre une experte. Merci beaucoup Franck Tapiro. Ping Pong, c'est tous les mercredis vers 14h24 et c'est à retrouver sur le site de Radio J. À la semaine prochaine Franck. À la semaine prochaine. De la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h où on écoute aujourd'hui un jeune artiste Galadam, Chavouille Chellart, ton prisonnier. Ça commence mal pour une histoire d'amour. Le duo qui arrive tout de suite ne dira pas le contraire. Tout de suite, ce sont mes camarades Hélène Schumann et Philippe Sinclair qui prennent le relais. Bel après-midi sur Radio J et merci de votre fidélité. À demain, portez-vous bien.